Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Prime Politique. Aujourd'hui, nous parlons des élections présidentielles et élections générales de 2026. Et avec mon invité, nous allons parler de rapprochement entre Boni Yayi et Adrien Houmbedji, des préparatifs au niveau du bloc républicain, des adhésions à la nouvelle force nationale et bien évidemment de la situation délétère au Togo. Nous allons également parler d'autres actualités nationales qui défraient la chronique. Alors, pour décrypter ces sujets, je reçois pour vous un acteur politique qu'on ne présente plus, Dr Bertin Kovi. Il est membre du bloc républicain. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. L'honneur que vous me faites, mais appelez-moi Cheikh, Dr Bertin Kovi. C'est entendu. Alors, nous allons démarrer par votre parti politique, le Bloc républicain, qui a organisé récemment le deuxième numéro de son café. Alors, quelle est la philosophie qui se cache derrière cette initiative de votre parti politique? Vous savez, quand on veut parler des choses sérieuses et qu'on les prend trop au sérieux, justement, ça n'intéresse personne ou ça ennuie. Ah oui? Ben oui, c'est pour ça on apprend plus en s'amusant qu'en étant sérieux. C'est d'ailleurs pour cela que les pédagogues demandent à ce que dans une classe, il y ait des moments d'amusement. C'est ce qui fait que même dans mes communications, vous verrez parfois que je m'amuse parce que ça détend. Et quand la personne est détendue, elle est plus réceptive. Alors le Bloc républicain a décidé d'utiliser cette technique-là. Vous verrez que c'est en causant avec les populations, en les écoutant un peu plus que plutôt en venant en donneur de leçons. Donc oui, c'est une technique de communication qui permet de faire du ludique, de se rapprocher des populations. Bon, ce qui me désole un tout petit peu, on parle de café, mais à certaines occasions, il n'y a pas eu de tasse. Bon, alors qu'en principe, on aurait dû aller jusqu'à avoir des tasses de café sur la table, ou bien de thé, ou du Coca-Cola. Bref, en s'amusant, on passe le message. Mais ici, le but du Bloc républicain a été plutôt d'aller écouter les populations et prendre leurs doléances, les solutions qu'elles proposent, et pour les formater, les formaliser. Voilà. Est-ce que cette stratégie a des influences sur votre processus, en tout cas la stratégie électorale que vous mettez en place au niveau de votre parti politique? Un parti politique n'a qu'un seul but. Il n'y en a pas deux. Conquérir le pouvoir, l'exercer au bénéfice des populations. Donc, tout ce que fait un parti politique, sachez-le, l'idée derrière, c'est que vous alliez, le moment venu, voter pour son candidat. Donc, oui, ça participe à la mobilisation des électeurs en faveur du Bloc républicain. Aussi simple que ça. Justement, parlant de la présidentielle de 2026 et bien sûr des élections générales de 2026, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour pouvoir conquérir le pouvoir? Parce que vous n'oubliez pas qu'il y a aussi l'Union progressiste et les autres partis de l'opposition qui sont là, qui rivalisent d'ardeur afin de pouvoir gagner le cœur des électeurs. Bon, alors vous me faites trop d'honneur. Une telle question devrait être posée aux membres du bureau politique, aux membres du bureau national, au président et au vice-président. Il se trouve que moi, je ne suis que militant à la base. Par contre, à mon âme et conscience et les discussions que j'ai l'ainsi honneur d'avoir avec le président du parti, oui, nous travaillons, je lui dis ce que je pense. Et de nos échanges, c'est que nous travaillons, ça participe d'ailleurs, le café dont vous parlez, nous travaillons à être proche des populations, à résoudre le problème des populations, à être une solution pour les populations, porter de solutions pour les populations. Et moi, intuitif personnel, tout en soutenant le Bloc républicain, je crois qu'une bonne partie de ce que je fais profite au Bloc républicain, même si je ne suis que membre à la base. D'ailleurs, nombreux me donnent plus de valeur au titre du Bloc républicain que je n'en ai en principe. Je ne suis pas plus membre du Bloc républicain que vous auriez pu l'être, mais c'est mon activisme, c'est ce que j'apporte au parti qui fait que, bon, quand on veut parler de Bloc républicain, on m'invite. Nous essayons, oui, de résoudre le problème, par exemple, des sojaculteurs, ceux qui ont des problèmes de saisie de soja, ceux qui ont des problèmes de saisie d'acajou, et les paysans qu'on veut chasser de la forêt classée, et les peuls qu'on arrête pour un oui ou un non, accusés de terrorisme, et très souvent,
et c'est une dénonciation calomnieuse. Oui, le parti en lui-même ne peut pas, puisque son président est par ailleurs membre du gouvernement, ce qui limite ses actions. Mais moi, je ne suis membre de rien. Et oui, je peux le faire et je le fais. Et je sais combien le président me remercie, m'encourage à le faire. Est-ce que le fait, ce n'est pas aller contre les intérêts du gouvernement qui ne souhaite pas, jusqu'à un passé récent où on a enlevé les sanctions, on a levé les mesures, que des produits vivriers soient exportés? Est-ce qu'en le faisant, ce n'est pas aller contre le gouvernement que vous soutenez? Non, nous faisons la dichotomie, faisons la part des choses. Ne parlons même pas encore de produits vivriers. Parlons du soja, parlons du cajou. On ne gouverne que pour les hommes. C'est très bien que le président ait pris la mesure que le cajou ne sorte pas du Bénin, que le soja ne sorte pas. Je voudrais remarquer que nos parents sont têtus. Quoi que nous ayons d'usines ici qui devraient pouvoir acheter leur cajou, ben, nos parents veulent amener leur cajou au Togo et au Nigeria. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu manquement à notre propre niveau, au niveau du gouvernement, surtout, qui n'a pas fait de la pédagogie. Ah bon? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Le décret du 18 janvier 2025, statuant sur comment on doit gérer le cajou, n'a pas été réellement vulgarisé. Moi-même, c'est seulement en avril que j'ai su qu'il y avait un décret. Je n'en connaissais pas le contenu. Alors ça, c'est déjà une faute. Même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais on parle de commerçants. On parle des gens qui ne sont pas allés à l'école, pour certains. Donc, il fallait vulgariser cela. Et quand vous dites que le prix est de 370 francs et que vous n'ajoutez pas à côté l'extension, enfin le mot plancher, mais les gens ont vite cru que c'est le prix qu'il fait faire. Alors que le gouvernement voulait protéger le paysan en disant qu'on peut acheter en deçà de ce prix-là. Donc, c'était pour les protéger. Mais les esprits malins en ont fait un prix administratif en avant les problèmes, puisqu'au Togo, le prix était allé à un moment donné jusqu'à 800 francs. Au Nigeria, pareil. Vous croyez que si vous pouvez risquer votre marchandise et si vous réussissiez, vous aurez le double du prix qui ne serait pas intéressé. Mais il y a des fêtières de ces agriculteurs qui devaient quand même sensibiliser, qui devaient vulgariser ce décret-là afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui, mais justement, les fêtières ont été justement la source du problème. Ah oui? Ah oui, mais comment? Ben, enfin, au résultat, les fêtières ont été la source du problème. Vous savez, le champ qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la cour de la belle-mère. Donc, je voudrais parler dans certains détails, mais je crois que les prochaines fois, il faut mettre d'abord, il faut revoir les fêtières. L'intention était bonne, mais le bébé est né borgne, ce qui est malheureux et déplorable. Les fêtières n'ont pas fait leur travail, mais je n'accuse pas les fêtières. Les fêtières n'ont pas été élus. C'est le président Talon qui est élu, c'est lui qui a un gouvernement. C'est le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, le ministère du Développement et de la Communication aussi sont ceux qui auraient dû communiquer. Les fêtières, elles ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Donc, il y a eu un problème de communication. Il y a eu aussi l'indiscipline de nos transporteurs. Quand nous avons essayé de les raisonner, de leur faire comprendre ce qui était, ben, il faut prendre un papier, un document pour déplacer son soja ou son cajou. Ce document est gratuit. Nos parents ne prennent pas le document, estimant que c'est leur cajou, qu'ils sont en droit d'en faire ce qu'ils veulent. Et quand on le saisit cela parce qu'ils n'ont aucun document, donc présumés trafiquants, même s'ils sont parfois de bonne foi, eh bien, en avant les problèmes. Nous en avons sauvé quelques-uns, mais ils sont très nombreux qu'on n'a pas pu sauver. Donc, la responsabilité est partagée. Il y a l'État, à travers le gouvernement, qui n'a pas fait bien jouer son rôle. Il y a nos parents qui sont indisciplinés, récalcitrants. Aussi, je voudrais quand même terminer par ceci. Le cajou béninois est de très bonne facture, très recherché, dont les gens sont prêts à l'acheter au prix d'or. Le Bénin avait l'habitude de vendre son cajou sans transformation ici. Dès que nous avons dit transformation, mais ceux qui achetaient notre cajou et qui transformaient chez eux ont senti le danger. Ils ont donc doublé le prix. Le prix auquel ils proposent notre cajou ne s'explique pas. Pourquoi le font-ils? C'est pour faire échouer la réforme.
c'est pour que les usines au Bénin, n'ayant pas de cajou, ferment, plient bagages et rentrent chez elles. Donc c'est du dumping, c'est une guerre économique qu'on nous fait. Nous aurions dû être un peu patriotes, mais pour être patriote, pour avoir de la vertu, il faut un peu plus de ressources. Donc l'État aurait dû un peu augmenter le prix. J'ai senti un peu qu'il y a eu un abandon, on s'est remis à un décret et qui a été un peu mal ficelé. Je vous fais la confidence que j'ai saisi la Cour constitutionnelle contre ce décret-là. Ah oui? Ben oui, et alors, c'est un décret. Donc je suis citoyen, je soutiens le président. Et le président ne connaît pas tout. Et ceux qui ont introduit le décret, quand je l'ai lu, j'ai trouvé des tas qu'il faut corriger dans ce décret-là. J'ai saisi la Cour le 15 mai parce que le décret a échu le 31 mai. En principe, ce n'est plus d'actualité ce décret-là. Mais le 15, j'ai saisi, au moins pour que cela serve de discipline. Et que les ministres qui vont introduire des décrets au chef de l'État fassent attention, sachent qu'il y a le défenseur du peuple béninois qui peut saisir la Cour pour dénoncer un décret, quoique nous soutenions le président. Naturellement, d'autres, alors je vous le dis tout de suite, le président de mon parti, Abdoulaye Tchanema Dimekowi, en faisant ça, c'est le bloc républicain qui sera accusé. Justement. Et surtout moi, tu ne nous fais pas du bien, le président que tu soutiens, tu l'attaques, je dis je ne l'attaque pas, c'est un principe. Je voudrais que nous comprenions une chose. Ce n'est pas parce qu'on soutient un chef qu'on ne peut pas contrôler sa gestion. C'est le rôle du citoyen. On peut contrôler la gestion à l'interne sans saisir les instances. Ben c'est ça le problème. À l'interne, vous n'avez pas d'oreille. Ah oui? Ah ben j'ai quand même fait, c'est depuis novembre que je me bats pour Soja Kajou. Combien on sentit réellement le poids de ce que je dis, ce que vivent nos parents. Vous donnez alors raison à ceux qui pensent que vous n'êtes pas réellement un mouvancier. Mais c'est leur problème. Alors que ça ne m'intéresse pas. Si dire au président, si nous faisons telle chose, tu auras des problèmes, si ça ne veut pas être mouvancier, je préfère encore ne pas être mouvancier que de soutenir un président et de le laisser aller mettre ses yeux et devenir borgne, se blessant, quand dans ce pays. Et vous m'en êtes témoin. J'ai été le premier, le 27 déjà, et juillet, à dénoncer notre posture au Bénin contre le Niger, disant ce qu'on dit là. Il n'y aura aucune guerre au Niger, et après on va se retrouver en face à face Bénin-Niger. Ne fermons pas la frontière, ne les menaçons pas. Qui m'a écouté dans le bloc républicain? Personne. Qui m'a écouté au Bénin? Personne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à quémander que le Niger ouvre sa frontière. Et quand vous... La sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes, c'est de savoir les voir de loin afin de les éviter. Alors j'en aurais terminé avec la saisine de la Cour. Bon, le président du parti, qui est un grand frère aussi, qui est membre du gouvernement, a estimé que ce faisant, je mettrais, et le président est lui-même en difficulté, il faudrait que je retire la saisine de la Cour et que nous trouvions une solution à l'amiable entre nous. Ben, pour une fois, chacun savait maintenant qu'il fallait trouver une solution. C'est parce que je n'avais pas d'oreille attentive que j'ai dit, je vais franchir le Rubicon. Bon, j'ai écrit à la Cour pour dire, écoutez, je retire ma saisine. À ma grande surprise, la Cour m'a quand même programmé pour le 16 juillet prochain. Et quand je j'ai retiré, ils ont dit, mais non, nous avons lu ce que vous avez écrit et cela est fondé. Et nous vous remercions de le faire. Et surtout vous qui soutenez le président, parce qu'il n'y a pas dans cette mouvance-là quelqu'un qui fait montre de soutien à talent autant que vous. Que ce soit encore vous qui nous saisissiez il y a d'imperfections à tel endroit, nous avons jugé qu'il fallait aller jusqu'au bout pour permettre au gouvernement de s'améliorer. Ceux qui applaudissent tout, vous croyez qu'ils font du bien au président? Parce qu'à la fin, on devient impopulaire. On gouverne pour un peuple, on ne gouverne pas contre un peuple. Et dans le feu de l'action, on ne voit pas les erreurs. Ce sont les collaborateurs qui vous le disent. Et quand ils vous le disent dans le secret des audiences et que vous ne réagissez pas, leur devoir est de vous contraindre devant les institutions de contre-pouvoir. Mais là, vous donnez des armes à l'opposition pour combattre. Mais quelle opposition? Il n'y en a pas. Laissez. Quelle opposition? Il n'y en a pas. Je crois que c'est moi qui joue même le rôle de l'opposition dans la mouvance encore pour aider le président à réussir. Car c'est quoi le rôle d'une opposition? On va y revenir. L'opposition, c'est pas d'aboyer. On va y revenir. Ah bon, ok. Si vous le permettez. Donc, alors, voilà. Parlant toujours de la présidentielle, vous avez annoncé récemment dans certains cercles que vous serez candidat au cas où Patrice Talon partirait. Alors que la Constitution a dit qu'il va partir lui-même. Il a annoncé publiquement qu'il va partir. Alors pourquoi cette nuance?
Alors, moi, je suis un croyant et je suis venu justement sur votre plateau muni de mon chapelet pour en faire montre démonstration. Vous savez, la sourate 3, verset 26, mais nous dit que l'autorité appartient à Dieu, si vous voulez en arabe à Allah, et c'est lui qui donne ça à qui il veut pour un temps fixé. Donc, la limite du pouvoir est du ressort de Dieu. Mais le Bénin est un pays laïque. Mais bien sûr, la laïcité n'a pas empêché le Bénin d'avoir un drapeau, d'avoir l'hymne. Vous ne voyez pas que nos États ont les attributs d'un culte? C'est vous qui croyez que l'État est athée, l'État est laïque, mais n'est pas athée. Et ce qui fait que ceux qui ont de foi religieuse ont le devoir et même la latitude d'en faire étalage dans l'espace public. À la différence qu'il ne doit pas faire du prosélytisme. S'il m'arrivait de vous demander de devenir musulman, je serais en faute. D'ailleurs, la sourate 2, verset 256 dit qu'il n'y a pas d'obligation en religion. Il n'y a pas d'obligation en islam. C'est pour ça, ceux qui tuent les autres parce qu'ils ne seraient pas musulmans n'en sont pas un. Ils sont ignorants de ce que leur enseigne une si belle religion, l'islam, qui n'oblige personne à devenir musulman. Donc oui, moi je me dis, si c'est la volonté d'Allah, si par Dieu la fin de Talon est venue, qu'il en soit ainsi. Je ne demande pas à Dieu de violer la Constitution. Ce n'est pas cela. Mais Dieu est souverain. Si sa science parfaite trouve que ce n'est pas la fin, que Talon qui chante à tue-tête à qui veut l'entendre, il s'en va, comme si on lui avait mis la main dans la gorge, oh il s'en va, bah, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le peuple a besoin de lui. On ne sera pas tous présidents. Est-ce qu'il n'a pas besoin de rassurer le peuple il veut rassurer quel peuple? Mais ceux qui disent encore qu'il veut briguer un troisième mandat, il a besoin de les rassurer. Ce n'est pas un troisième mandat. Si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là, je vous dirais que c'est un second mandat de la Nouvelle République. Mais ça, c'est un autre débat que j'étais depuis un moment donné, que la Cour a dit qu'elle n'a pas qualité, enfin, que je n'ai pas qualité à lui poser cette question. J'espère que le président qui a qualité va leur poser la question un jour pour nous départager. Ce que je veux dire est ceci. Vous savez, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Patrice Talon est pressé de nous abandonner. Parce que ce n'est pas une sinecure être président. Si vous saviez combien il est pressé de partir, d'ailleurs dans ce pays, il avait accepté une modification constitutionnelle, laissant même 75 jours, partant 75 jours avant la fin de son mandat. Pour vous dire combien il est pressé de partir. Parce que c'est une charge lourde. Vous ne vous reposez pas. Mais ceci dit, ben, il fait bien son travail et nous, on voudrait qu'il se sacrifie encore 5 ans pour nous. Mais ce n'est pas à nous de l'obliger. Si lui-même dit non, qui sommes-nous pour dire forcément il faut qu'il aille? Mais si elle a dit qu'il faudrait qu'il continue, qui peut dire non? Parce que quand elle a dit non, personne ne peut dire oui. Et quand elle dit oui, personne ne peut dire non. Donc, prudent que je suis, je dis au cas où la volonté parfaite d'Allah serait qu'il continue, je suis prêt à le soutenir à cela. Il m'aura à son côté. Mais je vais exiger que le prochain gouvernement qu'il fera soit de 16 ministres, donc au moins 6 femmes, sinon 8, je n'ai rien contre, une parité parfaite. Les femmes d'ailleurs sont plus nombreuses que nous et sont plus intelligentes que les hommes, contrairement à ce qu'on croit, et sont plus organisées. Observez-vous bien. Vous êtes marié, je suis sûr, votre foyer tient parce que vous avez une femme. Regardez un homme qui n'a pas de femme, comment il gaspille son argent, ses ressources. Il croit qu'il est le plus beau du village, il saute sur tout ce qui bouge, il a la braguette facile, mais est-ce qu'il réussit sa vie? Non. Donc les femmes peuvent nous aider dans notre gouvernance. 16 ministres, pas plus que ça. Ça, j'y tiens. Mais bon, c'est le président qui sera élu qui va décider. Alors, si Talon doit partir réellement, et là, j'ai des gens qui prient dans ce sens-là, s'il doit partir réellement, que je sois son dauphin, afin de transformer les chenilles qui sont construites aujourd'hui en papillons qui volent. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que malgré tout ce que Talon fait, la rupture est impopulaire. Talon est populaire, lui, mais la rupture est impopulaire. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est le sort des réformateurs. Souvent, c'est-à-dire vous faites du tort sans le vouloir, dans le bien de la nation, vous faites du tort à des individus. Je voudrais vous poser la question. Quand vous passez au niveau du boulevard La Marina, vous avez vu comment c'est beau? Mais vous savez combien encore en veut la Toboula pour avoir cassé leur boutique?
Mais si on n'a pas cassé les boutiques, il n'y a pas de boulevard. Donc, dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est une bonne chose. Mais pour des individualités, ça a été une mauvaise chose. Vous annoncez votre candidature au cas où Patrice Talon partirait en 2026. Est-ce que ce n'est pas contre l'esprit de la réforme du système partisan, quand on sait que ce sont les partis qui désignent les candidats? Oh, laissez ça. Les partis seuls ne désigneront aucun candidat. Vous savez, parfois, nous prenons des lois totalement farfelues, inapplicables. Moi, je ne me raconte pas des histoires. Les partis. Ce sont les populations d'abord qui... Vous ne pouvez pas changer les populations du jour au lendemain par le juridisme ou bien par les tests. Mais la loi s'impose. Oui, la loi s'impose, mais la loi dispose pour une population. Et la loi qui s'oppose à la nature humaine sera rejetée. Ce sont les partis et les populations. Ce sont d'abord les populations qui doivent choisir quelqu'un et les partis après vont valider. C'est le bon sens ça. Mais si les partis prennent quelqu'un qu'ils veulent imposer aux populations, il va échouer les pieds en l'air. Puisque tout compte fait, les partis ont combien de militants directement? Le plus grand parti au Bénin, vous savez lequel c'est? Non. C'est l'abstention. Ah, 62% ne sont pas allés voter en 2023. Alors, eux là, ils n'ont pas de voix. Le BR, l'UPR et LD et machin n'ont fait que 32%. À Cotonou, vous savez combien ont voté? Ce sont 16% réellement qui sont allés voter. À Cotonou, 16%. Alors, le reste là, vous en faites quoi? Alors qu'on sort de ces histoires de les partis. Je suis des partis, oui, mais ce sont d'abord les bases, ce sont les populations qui doivent d'abord dire, nous portons telle personne et les partis vont consolider. Si les partis vont à l'encontre de la volonté populaire, les partis vont échouer. Au cas où les partis ne vont pas écouter la population, comme vous le dites, quelle serait la conséquence en 2026? Alors, il y a deux possibilités. Je voudrais déjà prendre les partis de la mouvance présidentielle, parce que c'est là l'enjeu. Nous avons une difficulté. Nous soutenons un chef qui refuse d'être candidat, ou du moins à qui la constitution des hommes impose de déposer le tablier. La constitution des hommes, que je respecte, mais je m'en tiens et j'attends la volonté d'Allah. Si la volonté de Dieu, eh bien, concorde avec la volonté des hommes, alhamdulillah. Si la volonté de Dieu s'oppose à ce que les hommes veulent, alhamdulillah. Donc, je vous dis, je ne suis ni contre que Patrice Talon s'en aille en 2026, c'est ce qu'il veut, mais je serais heureux qu'il continue au-delà de 2026 si telle est la volonté d'Allah. Mais ce que je veux dire, si les populations désignent quelqu'un dans la mouvance présidentielle et qu'on dit non, nous les partis politiques, tel est plus beau, il est plus éloquent, il est plus proche du chef de l'État, il a été membre du gouvernement, il a été député, c'est lui qu'on veut là, on va échouer les pieds en l'air. Je vais vous dire pourquoi. Si la mouvance présidentielle se retrouve en face même d'un crapaud, de musareilles, d'un chien, de quiconque, qui ne se réclament pas de la paternance ou bien à qui on peut attribuer un soutien à Talon à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un référendum contre la mouvance présidentielle. Pas parce qu'on a échoué, mais justement parce qu'on a réussi. Malheureusement, c'est comme ça. Gorbatchev l'a appris à ses dépens et il a perdu l'URSS. Vous pensez que c'est possible au Bénin? Ah écoutez les populations. Moi, je viens de quitter Fidjiro, c'est où les ruelles sont goudronnées. Mais quand tu les entends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Corvici, Talon, même les candidats là, nous on soutient tout de suite. Et il y en a qui ajoutent, et je ne voulais pas le dire, je vous le dis. Si toi, Corvi, tu es candidat, on te soutient tout de suite. Je dis, ah bon, pourquoi moi? Parce qu'on t'entend défendre les cajous. On t'entend défendre le soja. On t'entend défendre les peuls qui sont arrêtés, parfois arbitrairement, et que tu as participé à faire libérer. On t'entend dénoncer des choses. On t'entend donner des conseils. Ce que personne ne dit, toi, tu as le courage de le dire au chef et tu lui donnes des conseils. Donc, toi, on te veut. Est-ce que ça suffit pour être président? Rien n'est moins sûr. Mais moi, j'ai mes raisons pour lesquelles je sais que je suis le meilleur candidat pour 2026 si telle est la volonté d'Allah. Tout simplement parce que je veux construire la suite de Patrice Talon, une économie fondamentale pour un développement à visage humain, afin que, ayant passé 10 ans à manger qu'une seule boule d'Akassa, alors que vous en aviez droit à 3 et que l'État vous arrachait 2 pour pouvoir faire les infrastructures
qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas découvert l'or, on n'a pas du pétrole. Comment allons lui faire pour faire mieux que les autres? Parce qu'il nous affame. Mais c'est pourtant comme ça qu'il faut procéder pour construire un pays. Il y a un temps de sacrifice. Donc le sacrifice qu'il nous a imposé. Après 2026, il faudrait que ce ne soit plus 2 boules qu'on nous arrache, mais qu'on nous laisse plus, qu'on nous prenne plutôt une seule boule. Donc nous aurons droit à 2 boules de 2026 à 2031 pour continuer de construire ce pays. Après 2031, maintenant on peut manger 3 boules ou 4 boules. Si on n'a pas d'obésité, c'est notre choix à nous-mêmes. Donc bref, il faut continuer une politique à la suite de ce que Talon a fait. C'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et si on ne tisse pas bien la nouvelle corde, tout va s'écrouler. Docteur Kovi, vous avez dénoncé la nomination de M. Tonato à la tête du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et vous réclamez ces postes ministériels. Qu'est-ce qui motive cette position que vous mettez en avant? Je n'ai pas dénoncé Tonato. Tonato est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Mais j'estime que qui trop embrasse, mal étreint. Tonato est ministre du cadre de vie. On lui a mis au dos comme une bosse le ministère des Travaux publics. Et le voici ministre de l'Énergie. N'est-ce pas qu'il est perspicace? Non, non, je vous ai dit qu'il trop embrasse, mal étreint. Le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau est un ministère vraiment lourd pour que on confie ça à quelqu'un qui est déjà surchargé. Ça, c'est un. 2, et c'est un principe. Tonato, ou plutôt quiconque est au ministère de l'environnement, parce que cadre de vie, c'est l'environnement, est en conflit d'intérêts. Oui, en conflit d'intérêts, s'il est en même temps ministre mine, eau, énergie. Comment? Pourquoi? Les études environnementales sont menées par ce ministère-là. Oui. Comment vous voulez qu'il soit juge et partie? Mais c'est quand même bon qu'il maîtrise bien les rois, il saura comment protéger l'environnement. Non, il ne maîtrise rien. Qu'il se contente. Je ne dis pas lui, hein, même si on enlève Tonato, et on met un autre là, il sera toujours, je tiendrai les mêmes propos. Parce que je veux que le président réussisse. On ne peut pas être juge et partie. Maintenant, c'est le président qui est élu. Il a peut-être des raisons que moi, je ne maîtrise pas. Et je vais les respecter. Mais au moins, si ça échoue demain, il sera dit quand même que Kovi a relevé qu'il ne fallait pas faire cela. Maintenant, pourquoi j'ai pu dire que je demande, et comme un homme ministre, puisque aujourd'hui, ministre conseiller, ça ne m'a pas intéressé. Je dépasse ça, ce n'est pas de l'orgueil. Chacun doit savoir ce qu'il vaut. Si je veux servir le président, je crois que je le fais déjà assez bien pour être moi tout seul l'équivalent des 12 ministres conseillers. Mais si on veut que je vienne au gouvernement... Vous n'allez pas trop loin en disant que vous équivalez... Je les dépasse même. Mais quel est leur rôle? C'est de faire remarquer au président ce qui ne va pas, faire remarquer aux populations ce qui se passe bien. Et ils le font si bien. C'est ce que je fais depuis, avant qu'ils ne viennent. Je n'ai pas eu besoin comme un homme. Avant qu'ils ne viennent, qu'est-ce qu'ils disent que je n'ai pas eu à dire? Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire que je ne dis pas? Je vais vous dire pourquoi. Je parle 9 langues au Bénin. Et Bariba, Fongon, Pelé, enfin, etc. Combien parmi eux ont ce profil-là? Ce n'est pas un critère pour être ministre conseiller. Je dis que c'est pour ça même que je dépasse le titre de ministre conseiller. Même si on me donnait d'être les 12 à la fois, ça ne m'intéresse pas. Je parle anglais, français, espagnol. Et je me connais au vaudou, à l'islam, au christianisme. Vous comprenez? Mais ceci étant dit, je respecte ce qu'il faut. Et j'ai de l'amitié pour eux. Oui, ce sont des amis pour la plupart. Mais à chacun son métier, à chacun ce qu'il croit, ce à quoi il croit servir. Les honneurs, sans être en mesure d'apporter quelque chose, ne m'intéressent pas. C'est comme être député au Bénin. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Un député au Bénin, il apporte quoi réellement à une population? Il légifère. Il contrôle l'action du gouvernement. Oh, vous n'avez jamais vu un député contrôler l'action du gouvernement? Il y a des questions orales et écrites tout le temps. Oh, quelles questions? Et qui leur répond? Les questions qui posait le ministre vient, il est malmené, ne répond jamais là. Vous aimez vous mentir, vous. Ah bon? Alors, nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est le président et les ministres qui existent. Les députés là, c'est du vernis.
C'est pour ça que vous ne me verrez pas Ce député. n'est pas de l'injure à l'endroit des députés. Ce n'est pas de l'injure, je leur dis ce qu'ils sont s'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais c'est du vernis. Ça ne m'intéresse pas. En réalité, je crois même à la limite que nous avons copié l'ossature de la démocratie, mais on ne l'applique pas réellement. Nos députés n'ont aucun pouvoir. Et c'est un peu dommage. Alors donc, c'est vous dire que moi, je suis candidat, parce que je veux construire à la suite du président Patrice Talon, je veux transformer les chenilles d'aujourd'hui en papillons. Et on ne peut pas réussir si on ne tient pas compte de ce que Talon a fait. Talon a fait le plus difficile pour notre pays, je vous le dis, le plus difficile. Et nous devons le célébrer tous les jours. C'est pour ça que, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il continue encore pour 5 ans, pour au moins être président. Parce que les 10 premières années, il n'a pas été président, il a été notre esclave. Docteur Kovi, nous n'allons pas épiloguer sur cette affaire-là. Nous allons passer à une autre affaire qui devrait la chronique. C'est le dossier Akpona. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'est mis aux trousses de l'ancien ministre pour vérifier les présumées malversations financières qu'il y aurait eu dans la gestion de l'eau à Parakou et environ. Votre avis rapidement sur cette actualité? Bon, je me réjouis que pour une fois, le Haut quoi? Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Bon, j'avoue que j'avais trouvé ce Haut Commissariat-là un peu tiré par les cheveux quand j'ai dit, mais c'est pour occuper mon ami Jacques Mégan, qui ça bavait même par sa bouche et par le nez, par les oreilles, qui voulait forcément qu'on le nomme quelque part. Et quand on l'a mis là, il dit, alhamdoulilah, au moins on aura la paix maintenant avec Jacques Mégan. Bon, il a le profil requis. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le profil, mais je dis qu'il bavait. Mais vous parlez comme si c'est un remerciement, c'est un cadeau. Non, il réclamait ça partout. Ça sortait même pas ses yeux, ses oreilles. Il sentait le besoin d'être reconnu et d'être nommé. Mais qui ne le serait pas, il a 72 ans, donc le temps, son avenir est derrière lui. Tous les jours qu'il a aujourd'hui, ce sont des bonus. Donc il était pressé qu'on lui reconnaisse ça, quand même, ce qu'il a apporté à la République et au président Patrice Talon. Ceci étant dit, quand on a dit qu'on le mettait là, j'ai trouvé le Haut Commissariat à la prévention. La seule façon de prévenir la corruption dans ce pays, c'est que quand on va nommer quelqu'un là, si les vaudouisants, on l'amène dans un temple vaudou et il ira prêter serment de droiture. Si les chrétiens, on l'amène à l'église, on va lui lire Actes chapitre 5, l'histoire de Saphira et Ananias, et à qui ont donné une terre, leur propre terre, à l'église naissante. On dit, bon, écoutez, vendez la terre, amenez les revenus, les ressources. Ils ont trouvé que l'argent était trop, on détourné une partie, le Saint-Esprit les a tués. Vous, chrétiens, qui disent, il est mort à la croix pour que je vole, il est mort à la croix pour que je pêche, et il a dit, il a posé nos péchés là. Vous allez mourir, hein? Le Saint-Esprit tue, si vous êtes vraiment devant lui. Ah, ils ne le savent pas. Alors, si c'est un musulman, on l'amène à la mosquée, on va lire la sourate 111, c'est une malédiction, la corde de fil. L'histoire de Abu Lahab et sa femme. Donc oui, ce sont les dispositions spirituelles qui peuvent nous amener à la droiture. Parce que c'est dans la conscience de l'homme que naît la corruption. Ce sont pas, Jacques Mégan sera derrière comme des Béninois. Mais c'est déjà une bonne... Non, nous sommes déjà dans ça. Donc nous sommes dans une bonne disposition qu'on les nommé déjà. Mais maintenant qu'il a pris la mesure, je veux lui dire, Monsieur Mégan, j'enlève mon chapeau pour vous féliciter. Je ne vous félicite pas pour la mesure, je vous félicite pour la composition. Quand j'ai entendu, il y a une commission, je dis encore une commission pour noyer le poisson dans l'eau. Mais quand j'ai entendu le profil de chaque membre, j'ai dit le président ne s'est pas trompé en prenant Jacques Mégan. Et c'est la première fois que j'ai du respect pour ce monsieur, de l'admiration, parce qu'il ne me convainquait pas. Mais cette fois-ci, il m'a convaincu avec son choix. Et je dis bravo. Il faut effectivement qu'on aille vérifier ce que Akpona a dit. Parce qu'il a jeté l'anathème sur tout le monde. Il a jeté l'opprobre sur tout le monde. Même si lui-même a fini par reconnaître que c'était des affabulations. Et je demande que la République lui pardonne. C'est l'inexpérience politique. Il n'a pas compris qu'il y a des chants qu'on n'entonne pas en public. Surtout qu'il a un responsable hiérarchique. Et s'il avait des faisceaux du genre, c'était au président qu'il fallait parler en premier. C'était au président de dénoncer cela. Parce qu'en faisant ça, ce n'est pas seulement au Béninois qu'il a parlé. Et tous ceux qui appréciaient Talon et notre bonne gouvernance
nous traite aujourd'hui de pays corrompus. Et quand tu dis comment ça, c'est votre ministre qui l'a dit. Et les bailleurs de fonds, pareil. Donc, j'espère que Jacques Migan va réussir à nous laver de cet opprobre-là. Et sa commission va travailler en toute intelligence. Aussi, Akpona auditeur, il n'est pas exclu qu'il ait vu réellement quelque chose. S'il a vu quelque chose, que la vérité soit dite. Mais s'il a vraiment affabulé, il faut en faire ce que c'est une affabulation et lui pardonner. Mais dans sa lettre d'excuse, il a dit qu'il n'a rien vu, il n'a pas été témoin oculaire d'une malversation, mais qu'il s'est inspiré de certaines affaires qui seraient pendantes devant la criette. Est-ce que si, à la fin de cet audit, on trouve qu'il n'y a rien, quelle serait la suite? Ben, la suite, c'est qu'il s'est ridiculisé lui-même. Pour un auditeur, il sait bien qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Si vous connaissiez mon profil, vous saurez que je suis très bien placé pour savoir qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit là. Il n'a aucune preuve. Comment il peut dire qu'il s'est inspiré? Il a eu le courage de l'écrire dans sa lettre d'excuse. Il aurait juste fallu dire mea culpa, mea maxima culpa. Au fait, j'ai dit plus que je ne pensais, je n'ai aucune preuve. Il dit qu'il s'est inspiré des choses qu'il aurait eu dit. On parle d'un ministre. Après le président, c'est quand même le ministre dans l'exécutif. Et un auditeur qui vient dire de telles choses. En réalité, le vrai problème est la lettre de demande d'excuses. Dans la lettre, il ne fallait pas laisser cette phrase dire « Il a entendu dire qu'il y a des dossiers devant la criette et c'est fondé sur ça là qu'il parle. » Non. Regardez son message. Regardez comment il est péremptoire. Regardez le ton. Il a fait une erreur. Je me suis demandé, nous sommes au Bénin, est-ce qu'il n'était pas envoûté? Et s'il n'était pas envoûté, est-ce qu'il n'était pas sous effet de psychotropes? Ou alors est-ce qu'il est en train de faire des soins et qu'il aurait pris des médicaments qui ont pu altérer son jugement? Parce que c'est grave. Quand on regarde sa vidéo et quand on regarde ce qu'il dit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Est-ce que le Bloc républicain auquel il appartient ne pêche-t-il pas en laissant ses ministres sans un encadrement, sans une formation en communication politique pour que ceux-ci puissent savoir comment prendre la parole en public pour ne pas commettre de ces erreurs? Vous me faites bien rire. Pour que le Bloc républicain ou bien un parti, même UPR, puisse avoir cette latitude-là, il faudrait que le président les consulte pour dire « Donnez-moi des personnes qui veulent nommer. » Naturellement, c'est comme ça se passe. Eh ben, c'est pas comme ça. Vous en avez les preuves. Ah, ben c'est pas comme je vous parle encore aujourd'hui. C'est pas comme ça. Si quelqu'un vient sur ce plateau vous dit que c'est comme ça là, dites-le de jurer sur, si les chrétiens là, qu'ils jurent sur la Bible, si les musulmans qu'ils jurent sur le Coran, si les vaudouisants qu'ils jurent sur le vaudou de son village. C'est pas comme ça. Alors, comment ça se passe alors? Ah ben je ne vais pas en dire plus, je dis ce n'est pas comme ça. Je sais au moins que c'est pas comme ça, mais comment ça se passe, j'en sais rien. Mais c'est pas comme ça. Parce que si ça avait été comme ça, je crois que le Bloc républicain a mieux à proposer que Akpona. Je ne dis pas que Akpona ne soit pas qualifié pour servir la Républicain. Mais on ne l'aurait pas proposé lui. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi vous voulez qu'on propose Akpona à un poste au titre du Bloc républicain pendant que moi, Kowi, je suis là? Qu'est-ce que Akpona apporte par jour au Bloc, plus que, ou bien autant que ce que j'apporte, ou bien que d'autres apportent, que vous apportez? Donc, ce n'est pas le parti qui a désigné Akpona, c'est le président qui a trouvé en lui des qualités que je respecte. Ceci étant dit, Akpona est bel et bien membre du Bloc républicain. Il a été notre candidat à Save, il a échoué avec Poussière à l'élection législative, oui, mais il n'en demeure pas moins qu'il est membre du Bloc républicain. On l'a nommé et on a averti le Bloc républicain certainement pour dire « j'ai nommé l'un des vôtres ». Quand c'est comme ça, comment vous avez d'autorité sur lui? Mais on peut l'accompagner. Ben, l'accompagner, Akpona même va vous dire que moi, dans ce pays-là, ce n'est pas de l'orgueil, hein. Ils sont nombreux à jouer les communicants. Je suis psychologue de la communication. S'il m'avait demandé mon aide, j'aurais pu l'aider. Et je me suis offert à l'aider. Je vais vous faire une confidence. Le 25 mai, il y a eu une presse internationale qui a vraiment maltraité Akpona. Et qui a écrit contre lui. Qui a trouvé qu'il fait moins bien que son prédécesseur. Et je crois même que c'est à ça qu'il répondait. Mais il s'y est mal pris. J'ai répondu à sa place et j'ai couru, militant du Bloc républicain, pour aller voir le président du Bloc républicain. Pour dire, il faut dire à ton ministre, notre collègue, de ne pas répondre. Parce que j'ai répondu à sa place
Et lui, ministre, ne doit pas opiner. Même pas ses soutiens ne doivent rien dire. Parce qu'il est ministre de la République. Le ministre Abdoulaye Biachane, président du Bloc républicain, l'a quand même appelé à Corvici et il a accepté de me recevoir. On était un vendredi, il m'a reçu le lundi à 12 h. Avec tous les honneurs dus à un collègue du même parti. Et je lui ai remis le document, je lui ai dit, toi ne réagis pas. Il m'a dit, non, moi je ne réagirai pas. Et je lui ai dit, je crois que tu as été nommé pour ton profil d'auditeur. Fais ton travail et continue. Bon, j'ai été choqué et déçu qu'il ait répondu en ces termes-là. Et moi, sincèrement, je crois que c'est à l'attaque de certains qui laissaient croire que c'est Adambi qui est derrière. Alors, ce n'est pas dans la nature de Adambi, qui est flegmatique. Adambi est un homme doux, et je ne le vois pas faire ça. Donc, ce n'est pas Adambi. Mais ce sont des gens qui reprochent des choses à Kona qui était un peu lent selon eux. Or, le gars vient de venir, il doit vérifier quand même certaines choses avant de les signer. Donc, c'est à ça qu'il répondait en réalité. Ce n'était pas méchant, mais bon, il en a dit un peu plus. Vous savez, en politique, quand on aime parler au superlatif, hein, et détruire l'autre, mais bon, il a demandé pardon, qui ne fait pas d'erreur. Il a fait une erreur, il a assumé, et il faut lui pardonner, que la vie continue. Il a fait une erreur qu'il a assumée, on le pardonne et la vie continue, demande de cher docteur Kouvi. Alors, sur notre plan, le président Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi et maître Adrien Houmbédji se parlent ces derniers temps beaucoup. Quel est votre avis sur ce rapprochement qu'il y a entre ces deux figures emblématiques de notre pays? Ben, vous avez dit figure emblématique, donc vous avez répondu. Moi, je suis soutien à Patrice Talon. Adrien Houmbédji est membre de la mouvance présidentielle, à ce que je sache. Il a épousé l'UP, mais bon, ils sont en crise de croissance de leur couple. Bon, que Yayi Boni s'approche de lui, cela va de soi, ils ont presque le même âge. Yaya a plus de 70 ans, Adrien a 83 ans. Il peut donner des conseils à Yayi quand on vient à 83, comment s'y prendre pour vivre longtemps et pour supporter le poids de l'âge. Mais ceci étant dit, c'est Yayi Boni qui est un opportuno profito-situationniste. Ah bon? Et pour être un bon homme politique, il faut l'être. Il faut savoir saisir les opportunités. Yayi s'est rendu compte qu'il y a de guéguerres entre UP et PRD. Mais qu'est-ce que lui perdrait à avoir quelques voix appartenant à Adrien? Maintenant que UP et les gens de UP, ou plutôt un certain nombre de la mouvance, ne traitent pas Adrien comme il faut le traiter, comme il se doit. Yayi se dit, mais si je me rapproche de Adrien là, on nous voit ensemble, il y a forcément des gens qui le soutiennent, mais qui sont fâchés contre la mouvance, qui ne viennent pas vers moi, ils viendront vers moi. Donc c'est Yayi qui a la manœuvre. Et c'est de bonne guerre. Une menace pour la mouvance présidentielle? Est-ce que la mouvance présidentielle l'a compris? Rien n'est moins sûr. Il y a toujours une menace, même si c'est une seule voix que vous perdez. Oui, c'est une menace. Il faudrait que on traite Adrien Houmbédji de façon à ce qu'il ne sente même pas le besoin de parler avec Yayi. Ça fait plusieurs fois que j'ai vu Adrien Houmbédji et Yayi Boni. Combien de fois tu as vu Adrien Houmbédji avec les membres de la mouvance présidentielle si ce n'est pas avec Diogbenou? Ou quand tu les vois, tu sais que c'est je t'aime moi non plus. Ils sont à 3 mètres pour se donner la main comme s'ils respectaient la distanciation sociale. Vous voyez? Vous ne voyez pas la convivialité qu'on devait avoir entre acteurs politiques. Est-ce qu'il n'y a pas l'âge qui fait cette différenciation-là? Quand on sait que Diogbenou est moins âgé que Houmbédji, il y a le droit d'aîné qui respecte. Mais moi, je vais voir tout le temps le président Adrien Houmbédji. Et quand je le vois, on est assis comme ça. C'est un homme bon, très doux. Je vous conseille d'ailleurs d'aller l'écouter. Il va vous donner des conseils sur ce que le Bénin a été depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et Adrien est au soir de sa vie. Il en décrit des principes. Il veut qu'on retienne de Adrien un homme, un démocrate, un homme qui a lutté pour des principes démocratiques, qui a fait la prison, qui a dû fuir la prison, qui a fait 15 ans d'exil, qui, pendant qu'il est en exil, sa mère est morte. Et nous avons cela en commun. J'étais en exil quand mon père est mort, ma mère est morte. Justement. Et vous pouvez imaginer justement Adrien. Et quand on dit que certains sont en prison aujourd'hui, mais il va penser à sa propre vie, à son expérience. Donc Adrien nous rappelle à certains principes, ça ne fait pas de lui un opposant. On doit lui accorder ça quand même. 83 ans, il a le droit de faire des erreurs, si tant est que ce sont des erreurs. Et puis quand Adrien
a parlé, quand il était devant les enfants, pour dire que dans un régime démocratique, il faut une opposition. Ouais. Mais pourquoi un certain nombre de personnes, que je ne vais pas traiter de paltoqués, mais enfin, ça lui ressemble, mais se lèvent pour trouver qu'il parle du Bénin? Au Bénin, n'avons-nous pas une opposition? On en a bien. Et qui a dit, il faut, dans une démocratie, il faut une opposition, une mouvance. Nous avons une mouvance, on a une opposition. Donc, ce n'est pas du Bénin qui parle, il parle des principes. Pourquoi les gens s'offusquent quand on leur parle de principes? Donc, oui, il faudrait qu'on se ressaisisse. Hein? Parce que si Adrien, même si on lui prenait l'arc-en-ciel, les Gbaoué ont l'arc-en-ciel. Hein? Les gens vont voir ça chez les Gbaoué, vont dire, ah, ça ressemble au PRD. Si Adrien donne des consignes, même sans son parti, là, l'OM Plateau, ce sera difficile pour nous. Or, il faudrait qu'on ait 20% partout. C'est nous-mêmes qui avons voté la loi. Ne prenons pas le risque de perdre Adrien Humbedji. Sur le même registre, il y a que le parti Nouvelle Force Nationale, un parti d'opposition qui reçoit aussi des adhésions pas possibles. Est-ce que la mouvance n'est pas en train d'avoir des concurrents sérieux là? Oh, ce sont les effets des réseaux sociaux. Combien sont entrés? Même UPR qui est là, et BR qui est là, combien de militants réellement nous avons enregistrés? Nouvelle, quoi, vous l'avez appelé? Force Nationale. Oh, c'est un effet d'annonce. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait que les gens travaillent à toucher le cœur des populations. Si vous touchez le cœur des populations, vous êtes sûr d'être un parti politique. Parce que le plus grand parti politique qu'il faut conquérir, c'est l'abstention. C'est pour ça que je suis sur TikTok. Il m'arrive même de danser. Oh, mais un présidentiel qui danse. Mais les jeunes, c'est la mode aujourd'hui. Malgré que je peux avoir mal à la hanche, je danse pour qu'ils sachent que nous sommes ensemble. Oui, c'est sur TikTok qu'ils sont. L'électorat est sur TikTok aujourd'hui. Et ce sont eux qui ne sont pas allés voter. Les 18-30 ans, surtout les 18-25, ils ne trouvent aucun intérêt à aller voter. Pourquoi cela? Parce qu'on ne leur donne aucun envie, on ne leur donne pas d'envie d'aller voter. De fait, même de la politique. On leur parle de nomination, de loi, ils ne comprennent rien. Il faut qu'on leur parle de leur avenir. Il faut qu'ils se sentent concernés. Il faut qu'on les forme. Il faut qu'on leur dise que désormais, les jeunes ont une place dans le gouvernement. On fera un gouvernement de 16 membres, 8 jeunes, femmes et hommes, 8 adultes aussi, maman et hommes. Oui, il faut qu'ils sentent qu'on veut les associer à la gouvernance. Ils sont plus nombreux. Et ils ne sont pas incultes, hein, contrairement à ce qu'on croit. Si tu as un doctorat aujourd'hui, et tu as déjà 70 ans, le jeune qui sort aujourd'hui, qui a son doctorat, est plus instruit que toi, à cause des réseaux sociaux. Il a appris beaucoup de choses que toi, tu n'as pas pu apprendre. C'est pour cela que les gens doivent faire profil bas. Oh, j'ai mon doctorat depuis 30 ans. Le jeune qui vient d'avoir son doctorat, s'il se prend au sérieux, en quelques mois, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il voudrait apprendre qu'il ne saurait pas aujourd'hui? Donc oui, il ne faut pas en faire un événement. Je suis content, hein? Ça montre qu'il y a de l'activisme et ça me plaît, quoi que ce soit de la mouvance, que l'opposition s'active. Ça montre qu'on aura une bataille rude et que je vais devoir me batailler pour gagner les élections prochaines si Talon n'est pas candidat. Et si la mouvance me prenait pour le candidat unique, je leur fais un chaos. Mais s'ils ne me choisissent pas et qu'ils choisissent un autre candidat ou bien un autre duo, il faut que je sois aussi candidat pour éviter une confrontation directe, opposition et mouvance. Vous aurez les parrains par quel? C'est au président Talon d'en décider. Je suis membre de la mouvance et il sait bien, vous le savez mieux, qu'il n'a pas eu un soutien franc et sincère autant que moi, Kourouvi. Donc je mérite qu'il ordonne qu'on me donne cela pour sauver la mouvance. Sinon, si moi je ne suis pas candidat, parce que moi je suis celui qui peut prendre des voix de ceux qui se disent opposants, je prends des voix de ceux qui ne sont pas allés voter. Le plus grand parti politique, je peux avoir 30% parmi eux, parce que ceux-là n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas de bord, ils peuvent basculer à gauche ou bien à droite. Mais si moi je suis là, je peux les canaliser vers moi. Ça permettra, ça donnera une chance aux candidats de la mouvance présidentielle d'aller au second tour. Une chance, hein, une possibilité. Mais il n'est pas exclu que ce soit même moi qui le batte et qu'il soit au second tour. Et là, bon, son destin aura été fait. Mais au moins, ma présence donne une chance à la mouvance présidentielle. Mais si ce n'est pas le cas, et nombreux n'aiment pas la vérité. Ils m'ont dit, mais tu es de la mouvance et tu annonces notre échec. Ils préfèrent échouer et constater.
Je préfère vous avertir dès maintenant pour qu'on trouve une solution. Docteur Kovi, un mot rapidement sur la crise qui secoue le Togo voisin et le communiqué de la CEDEAO qui appelle à l'apaisement. C'est la CEDEAO qui est farfelue. Ah bon? Et je parle d'une organisation régionale sérieuse, oui, que j'appelle farfelue. Pourquoi? La CEDEAO, vous avez vu, ils appellent à l'apaisement. Hein? Oui. Est-ce qu'au moins ils se préoccupent de la source du problème? Est-ce qu'ils ont abordé le vrai problème? Est-ce que les tests de l'institution le permettent? Eh bien, qu'ils ne disent rien. Et qu'on sache qu'ils n'ont rien dit. La CEDEAO est connue justement pour ces gens de communiqués alambiqués sur le Togo depuis 1990. Et la CEDEAO va finir par irriter les populations. Ce n'est pas la même CEDEAO qui voulait aller faire coup d'État au Mali, enfin au Niger. Alors, la CEDEAO n'est pas sérieuse. C'est une organisation qu'il faut fermer. Ou du reste, qu'elle se préoccupe seulement de l'économie. Et j'ai aimé le message. De Patrice Talon. Ah oui, la dernière fois. Il a repris le message que je tiens depuis 20 ans, depuis 2005. Il faut que le Bénin et le Nigeria montrent le chemin pour que le Bénin soit vraiment le 37e État du Nigeria sur le plan économique. J'ai le soutien de Dangote derrière ça. Babangida, Igbenedion, un certain nombre de personnes. Vous posez la question à, comment il s'appelle? À Yawedo, à Moundjaïdou, ancien ministre, Yawedo, qui travaille le président aujourd'hui, même à Yaïboni. Je leur ai dit le 18 août 2006 qu'il fallait que le Bénin se mette ensemble avec le Nigeria pour créer une confédération économique. Bon, le forum qu'on devait organiser a été dévoyé, c'est devenu un forum politique que Yaoundé a conduit. On m'a associé à cela, mais bon, je n'ai pas réellement fait ce qu'il fallait. Je voudrais remercier Yaoundé qui avait demandé à ce que j'amène mon CV. Il était conseiller du président Yahi. Il voulait me nommer son assistant, ce que j'ai refusé. Parce que j'ai été communicant d'Adrien Hongwedi. Et nous perdons. Et quelques 3 mois après, vous me voyez devenir membre de collaborateur de Yahi au palais. J'ai trouvé que ce serait malsain. Ceux qui ont gagné gouvernent. Ceux qui ont perdu font l'opposition tout en faisant des propositions. Monsieur le ministre conseiller d'aujourd'hui, ce n'était pas que je ne voulais pas te servir, mais je trouvais ça immoral que de devenir ton conseiller alors que je viens de perdre les élections avec Adrien Hongwedi. Et ceux qui se sont battus pour que Yahi soit là méritaient mieux d'être au palais. Un instant d'explication de notre invité. Alors, Dr Kovi, nous sommes à la fin de cette émission. Si on vous demandait de la conclure, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Je dirais à vos téléspectateurs que j'ai convoqué le peuple béninois, musulman comme chrétien, vaudouisant, quel que soit votre bord spirituel, à 10 jours, sinon 12 jours de prière et de jeûne, quel que soit votre bord, parce que nous allons vers des moments qui seront un peu difficiles. Et si on ne le comprend pas pour anticiper par des prières, nous allons lire l'heure. La mouvance croit tout détenir, l'opposition croit qu'elle contrôle le tout. Or, c'est Dieu qui contrôle le tout. Car il y a une seule promesse qui soit irréversible et que la vie tient toujours, c'est que chacun mourra. Mais il faudrait mourir en étant en état de rencontrer son Dieu et d'être accepté. Donc, mettez-vous à demander pardon au Dieu auquel vous croyez. Si c'est Sakpata, demandez tout le temps pardon à Sakpata. Si vous mourrez, vous allez voir Sakpata et vous allez en parler avec lui. Si c'est Jésus, demandez tout le temps pardon à Jésus. Si c'est Allah, demandez tout le temps pardon à Allah. Donc, mettons-nous à jeûner et à prier pour notre pays, pour que la volonté parfaite de Dieu se fasse. Si Talon doit partir comme il le souhaite, qu'il en soit ainsi, dans la paix, dans la discipline. Si Allah n'a pas dit que c'est la fin, eh bien qu'il continue, c'est ce que je souhaite. Ben, si c'est vraiment la fin, que je sois son remplaçant, pour que vous puissiez manger désormais 2 boules d'akassa et que la dynamique Talon continue. C'est ce que j'ai à vous dire et je veux vous dire que je vous aime du plus profond de mon âme. S'il y en a que j'ai offensé dans cette émission, sachez que seule la volonté de vous dire la vérité m'animait. Il n'y a rien de personnel. Je ne voulais humilier personne, mais j'ai le devoir de vous dire la vérité, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci beaucoup à vous, cher docteur Kovi, d'être venu sur ce plateau, d'écouter ce sujet avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.